Bien, mesdames et messieurs, heureux d'être à Lyon pour ces premières assises régionales, de dire que j'ai répondu immédiatement à Laurent quand Laurent m'a proposé de venir. Nous avons été ensemble au gouvernement, nous avons été ensemble au Parlement et nous avons fait l'un et l'autre le même choix, qui est celui de faire le choix des territoires de notre région plutôt que de rester au rang du Parlement. Et j'entendais vos interventions les uns et les autres. J'imagine que c'est Laurent Wauquiez qui a dû vous inspirer quand vous avez évoqué avec Étienne le rôle irremplaçable des communes, parce que ce que fait la région au titre des territoires, c'est un peu moins bien que la Normandie, mais c'est quand même pas mal. Et consacrer 1 milliard d'euros pour l'aménagement du territoire, quand on évoquait la question de la montée... Pardon, monsieur le sénateur, j'aime pas trop le mot de populisme. Je préfère préfère dénoncer le nationalisme plutôt que le populisme, parce que derrière la question du populisme, il y a en fait un vrai sujet. Mais enfin, on peut en parler. Et notamment parmi les raisons... de ce phénomène qui touche toute l'Europe, il y a toute la question de l'aménagement du territoire, il y a toute la question des solidarités territoriales. Et pardon de le dire, ce n'est pas l'Agence nationale de cohésion des territoires qui va changer grand-chose, celle qui va bientôt être créée, mais c'est au contraire de considérer que les territoires sont en capacité de redresser le pays et d'apporter des solutions aux problématiques de nos compatriotes. Alors, si on a fait le choix avec Laurent de quitter le Parlement, c'est parce qu'on savait qu'avec Gérard Larcher, on avait le plus grand défenseur des territoires et de la France éternelle. Depuis 15 jours, nous sommes chaque semaine ensemble, ou presque, pour défendre la même cause, qui est celle des libertés locales, qui est celle, en quelque sorte, de l'efficacité dans laquelle nous devons rentrer pour, mesdames et messieurs, redresser le pays, puisque la question, elle est aussi simple que celle-là. La question qui nous pose aujourd'hui, c'est va-t-on, un jour ou l'autre, prendre le même chemin que tous les pays européens qui réussissent, c'est-à-dire le chemin de l'autonomie des pouvoirs locaux pour pouvoir redresser la France. J'ai été ministre de la Défense et je n'oublie pas ce que j'ai vécu de passionnant et d'extraordinaire, et je n'oublie pas le rôle majeur de l'État sur les fonctions régaliennes. Je considère que le régalien économique, la politique étrangère, la politique de défense, la sécurité, le droit fiscal, la politique de l'offre pour favoriser l'investissement, c'est du domaine de l'État. Mais je dis à l'État et je dis au président de la République, quand il s'agit de politique de proximité, la question se pose en termes simples. Qui est efficace pour rendre des services publics, pour faire en sorte que les politiques soient adaptées au territoire et pour faire en sorte qu'au bout du compte, l'euro dépensé soit dépensé efficacement. Toute la question, mon cher Étienne, de la défense des libertés locales, c'est la question de la proximité. En vérité, nous défendons la proximité au nom de l'efficacité, mesdames et messieurs, et nous défendons la proximité au nom, en effet, Pierre-Yves Collombat, de la démocratie. De la démocratie. Et je commence par ça. Je suis frappé par ce phénomène de recentralisation avec la main de la technostructure de Bercy et de l'inspection des finances qui aujourd'hui forment la quadrature de l'État. Je suis frappé par ça parce que derrière ça, mesdames et messieurs, il y a un autre procès qui est un procès en légitimité. Le procès en légitimité, c'est un procès extrêmement simple. C'est grosso modo, les élus locaux, ce sont des démagos souvent doublés d'incompétence. Ou d'incompétence doublée de démagogie. Et en quelque sorte, c'est le message de nos camarades qui ont fait à peu près les mêmes écoles que nous. Comme si derrière ça, on oubliait quelque chose de fondamental et que, Gérard, nous devons revendiquer chaque jour au Parlement. Nous avons la légitimité démocratique. Nous sommes élus du suffrage universel au même titre que mes camarades parlementaires. Et souvent, mesdames et messieurs, avec des taux de participation plus élevés que ceux qu'il y avait pour l'Assemblée nationale il y a encore 1 an et demi. Oui, nous revendiquons
la légitimité du suffrage universel au même titre que l'Assemblée nationale peut le revendiquer, et nous le sommes souvent sur des ressorts territoriaux, au moins pour les présidents de région, qui sont largement supérieurs à ceux de nos camarades députés élus dans des circonstances qui est l'autre cause du divorce actuel entre les collectivités et l'État. Ce sont des élus qui, pour la plupart, ne connaissent pas la mécanique institutionnelle locale et qui ne savent pas comment les choses se passent. J'ai été frappé en tant que président des régions de France lorsque nous avons eu ces débats sur l'apprentissage, premier mouvement de recentralisation depuis 1982, qui sera un échec absolument considérable et colossal. J'ai été frappé lors d'une réunion avec une trentaine de parlementaires qui étaient pour la plupart En Marche. Eh bien, aucun ne connaissait les mécanismes ou presque de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je le dis parce que c'était la vérité. Alors maintenant, ils ont dû apprendre. Mais toujours est-il qu'il y aura un sujet, mesdames et messieurs, nos compatriotes ont voté tous ou votent tous pour la fin du cumul des mandats. Il y aura tout de même cette question majeure, c'est du lien, de la préservation du lien entre la représentation nationale et les territoires au fur et à mesure que les décennies de la fin du cumul de mandats se poseront. Je voudrais simplement vous dire 2 ou 3 choses simples. Pour nous, à travers l'appel de Marseille que nous avons voté, présenté avec Gérard Larcher, avec François Baroin, avec Dominique Bussereau, cet appel de Marseille, cet appel en quelque sorte à la raison, et la raison, ce sont de confier des politiques de proximité au nom de l'efficacité de l'action publique. Cet appel de Marseille que nous avons présenté la semaine dernière avec mes camarades de l'AMF et de l'ADF, nous l'avons fait devant le Premier ministre pour lui rappeler quelques éléments simples que je voudrais développer, si tu me l'autorises, Laurent, quelques minutes. Premier élément, il y a un problème de méthode. Et derrière la question de forme, mesdames et messieurs, il y a en quelque sorte l'appréciation que vous pouvez faire à l'égard de celles et ceux qui sont naturellement vos interlocuteurs. En clair, quand vous n'y mettez ni la méthode ni la forme, c'est qu'au bout du compte pointe le mépris ou la condescendance. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut développer des politiques nationales sans associer un tant soit peu les territoires à la construction de ces politiques nationales quand elles sont, au bout du compte, mises en œuvre par les territoires. Je prends un exemple départemental. Claude. Les départements n'ont pas été consultés un instant pour le développement du plan pauvreté. On est dans le cœur des compétences départementales et Dominique Bussereau a été appelé 2 heures avant la présentation à la presse du plan pauvreté par le chef de l'État qui avait oublié de l'appeler. Mais derrière ça, c'est pas le fait d'avoir oublié, c'est qu'au bout du compte, la technocratie qui est en main considère que ce n'est pas la peine de consulter les élus parce qu'au bout du compte, ils n'ont rien à penser et rien à dire. Je vous assure que c'est ça le sujet. Je ne l'exagère pas, c'est celui-ci. Quand, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui considère que lorsque c'est recentralisé, ça va marcher mieux, il se trompe profondément. Et il se trompe profondément, d'où le fait que nous demandions aujourd'hui quelque chose d'extrêmement simple, c'est d'être associés aux politiques de proximité qui seront mises en œuvre sans être des sous-traitants. Et là, tu as raison, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre. La démocratie locale, ce n'est pas la maître d'œuvre avec du reporting à l'administration d'État. Mais lorsqu'il s'agit de politiques qui relèvent au moins autant des collectivités territoriales que de l'État, ce que nous demandons, c'est d'être associés systématiquement. Voilà la première requête pour renouer le dialogue avec l'État. Et puis ensuite, il y a 4 sujets majeurs et centraux. Je les cite rapidement pour ne pas être trop long. Le premier, c'est faire en sorte qu'on tire les conséquences finales du mouvement de décentralisation qui a été mis en œuvre progressivement par des majorités depuis 1982. En fait, mesdames et messieurs, vous le savez comme moi, on est un pays décentralisé où il reste toujours un peu de sel et de poivre centralisé. En clair, à chaque fois qu'on a filé une compétence au territoire, l'État a toujours gardé quelque chose comme s'il ne fallait pas s'en priver complètement. Un peu d'ailleurs le même problème au niveau européen. Si l'Europe marche si mal,
c'est aussi parce que les États membres n'ont jamais complètement confié un certain nombre de compétences à l'Europe, là où l'Europe est mieux armée que nous pour le faire. Et on a eu des décisions récentes qui ont été dans le bon sens, quand par exemple on a décidé d'enlever le pôle économique dans les directs, alors que ce sont les régions qui font l'essentiel des politiques économiques. Mais quand on regarde la question du soutien à l'économie, moi je constate que les Länder allemands ont 10 milliards d'euros pour financer l'innovation dans l'économie, quand les régions ont 800 millions. Et donc il faut que nous soyons dans une démarche, et c'est celle que nous défendons, à travers l'écriture du pacte girondin. Je vous rappelle que la formule, ça n'est pas la nôtre, c'est celle du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a dit on va écrire un pacte girondin au Sénat lors de la conférence nationale des territoires. Et donc dans ce pacte girondin, il doit y avoir une définition précise de ce qui doit relever pleinement, totalement et entièrement des collectivités et ce qui relève de l'État et qui doit rester du domaine de l'État. Non pas dans une confusion des genres qui est source de lenteur, qui est source de procédure, qui est source de coûts. Second élément, il faut que l'État comprenne qu'au nom de la proximité, le mouvement de recentralisation ne doit pas conduire à des abandons complets. Je prends un exemple, je le dis aux élus ruraux que vous êtes, pour certains d'entre vous. Il y a une tentation, c'est celle de recentraliser les crédits FEADER. Voire d'ailleurs les crédits européens. Alors, ça, le crédit européen, FEDER, ça a l'air d'être abandonné, mais les FEADER. Et j'ai eu cette conversation assez surréaliste avec le ministre de l'Agriculture, enfin celui qui est encore au moins jusqu'à aujourd'hui, la semaine dernière. Je lui dis, mais est-ce que tu as conscience, puisqu'en plus il est normand, je lui dis, est-ce que tu as tout de même conscience que si vous recentralisez les crédits FEADER, c'est-à-dire qu'on est sûr que plus rien ne va marcher? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi les paysans de Normandie ne sont pas payés sur leur MAEC de 2016? C'est parce que l'agence de services de paiement a été incapable de mettre en place un programme qui fonctionne. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que les DDTM ont été vidés progressivement de leur matière grise et de leur substance au fur et à mesure des RGPP qui n'ont jamais touché l'État central, mais qui ont toujours touché les services déconcentrés de l'État. Et ce sont les deux causes majeures de la thrombose complète du système des crédits FEADER aujourd'hui. Ce qui nous amène, nous, régions, je ne sais pas si c'est ce que tu fais, Laurent, à embaucher du personnel pour faire l'instruction de dossiers dont l'État a dit je voulais conserver l'instruction des dossiers. Et alors, je dis à Stéphane Travers, j'ai dit, tu as quand même conscience, je le dis à la presse, c'est une ligne rouge. Si l'État, Gérard, toi qui vois le président de la République très souvent, bien, si l'État recentralise les crédits FEADER, c'est la rupture définitive avec les régions. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de politique agricole régionale. Parce que ça veut dire qu'on ne sera plus capable d'adosser les crédits européens à des crédits nationaux, comme vous le savez, comme l'imposent les règles européennes. Et cela veut dire, au bout du compte, que nous aurons un système qui ne marchait pas et qui marchera encore moins. Qui marchera aussi mal, alors vous n'êtes pas tellement dans une région maritime, mais qui marchera aussi mal que les crédits FEAMP qui sont encore gérés par l'État. Et donc, au bout du compte, le seul argument qu'avait Stéphane Travers lundi dernier en Normandie lors d'une inauguration conjointe, c'est de me dire, mais tu comprends, si on ne recentralise pas le deuxième pilier de la PAC, nous n'aurons plus de politique nationale. J'ai dit, mais est-ce que tu veux bien un instant poser la question autrement au nom d'un principe qui doit tous nous animer, qui est le principe de subsidiarité, qui est de dire qu'est-ce qui est bon pour nos compatriotes et où doit être exercé le pouvoir ou l'exercice du pouvoir pour que ça marche. Ce n'est pas le fait que ça soit filé aux régions ou à l'État. C'est le fait de dire est-ce qu'on va avoir un système qui va enfin cesser de dysfonctionner ou est-ce qu'on va avoir un système qui va continuer à mécontenter l'ensemble du monde rural. Quand vous vous rendez compte, quand vous êtes dans l'élevage, où vous n'arrivez pas à dégager 1000 balles par mois et que vous avez transformé votre mode d'exploitation pour le rendre plus durable, appelons ça comme ça, et qu'au bout du compte, on vous dise eh, « Monsieur, je ne peux pas vous payer depuis 2016, même si vous avez transformé votre modèle de production. » C'est un crachat absolu pour des hommes et des femmes qui travaillent 70 heures par semaine. Et ça...
Et ça c'est le nationalisme. Donc, il nous faut revoir un certain nombre de champs de compétences. Sur le FEADER, il faut que les régions aient la main 100% sur le sujet, Laurent, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne prends que cet exemple. Troisième point, il faut qu'on s'interroge, Gérard. Ça serait bien que tu réintroduises ça dans la révision constitutionnelle. Enfin, moi, je dis aux parlementaires qui sont là dans la salle, qui sont proches de moi, n'oubliez pas ces éléments-là, vous qui êtes sénateur, hein, Loïc. Est-ce qu'on a le bon modèle de construction de notre décentralisation? Non. Il y a des domaines dans lesquels il faut qu'on progresse. Je prends 3 exemples. Volontairement, je deviens très départementaliste, ce qui est assez rare pour les présidents de région. 1. Est-ce que la politique du handicap ne devrait pas être complètement confiée au département? Franchement, on est quand même dans un système où on n'arrive jamais à sortir le moindre projet, parce que quand le département veut faire quelque chose, là, l'État n'a pas d'argent. Et quand on essaie de bâtir un projet, la mécanique est tellement compliquée qu'au bout du compte, on désespère tout le monde. Sur le handicap, premier sujet. Deuxième sujet, le logement, Laurent. Mais ça pose aussi, ça interroge aussi les métropoles, Étienne, et aussi les départements. Est-ce que la politique du logement, mesdames et messieurs, peut être simplement nationale? Pardon, et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, avec la fin du PTZ et la fin des dispositifs fiscaux dans les zones non tendues, il n'y a plus un logement qui se fait, ou presque. Et au bout du compte, on a un système qui est zoné au niveau national et qui, là aussi, n'est pas capable de répondre à un défi qu'on évoque à chaque élection nationale, où on dit qu'il manque 1 million de logements en France. Et chaque fois, on répète à chaque élection nationale la même chose. La question du logement, elle est absolument fondamentale. Ce n'est pas simplement un sujet technique, c'est un sujet fondamentalement politique. Et c'est un sujet qui doit être traité au moins partiellement par les territoires, parce que la question du logement dans la Drôme n'est probablement pas la même que celle dans la métropole lyonnaise. Je dis ça probablement parce que c'est une évidence. Deuxième sujet. Troisième sujet, et je n'en cite pas d'autres, est-ce qu'on peut avoir une politique environnementale faite de plus en plus dans les bureaux des ministères? Pardon de vous dire, mais chacun doit en effet avoir comme objectif les moins 30, les moins 40 fixés par les accords internationaux ou par les lois. Mais le mix énergétique ne peut pas être bâti dans un bureau à Paris, parce que le mix énergétique de la Normandie, avec 620 km de côte, il n'est pas le même que celui de la région Centre-Val de Loire, qui n'a pas 1 km de côte à ma connaissance. Et donc, on voit bien que sur cette question-là, à partir d'objectifs et d'orientation nationale, la déclinaison de tout ça doit s'effectuer là aussi par territoire, et que la transition énergétique, on ne la réussira que si on nous la confie en grande partie et qu'elle cesse d'être dans les mains d'agences de l'État qui elles-mêmes prennent leurs consignes auprès des ministères. Et puis je termine par un dernier sujet, qui est la question fiscale et financière. Nous demandons à travers l'appel de Marseille, on ne demande pas l'aumône. Moi, je vois bien dans le regard de mes camarades de l'ENA, on nous voit toujours comme des mendiants, comme si on ne connaissait qu'un seul mouvement de la main. Non, ce qu'on a envie, c'est de faire. Et ce qu'on dit simplement à l'État, la stabilité de nos ressources. Oui, on sait faire des économies. Alors, les leçons sur les économies, merci. Moi, j'ai jamais dépassé les 1,2% depuis que je suis président de la région. J'ai fait 0,7, 0,5. Je n'ai pas besoin de l'État pour qu'on m'explique que si je veux avoir des capacités d'investissement, il faut que je fasse attention à mes dépenses de fonctionnement. Et vous aussi. Hein? Vous aussi. Donc, je rappelle que les seuls qui vont participer au désendettement de la nation, ce sont les territoires jusqu'en 2020, quand l'État va augmenter encore sa dette de 400 milliards, s'étant pris 25 milliards de plus grâce à la formidable annonce sur la suppression de la taxe d'habitation. Et donc,
la stabilité. Et que nous fêtons à nous, régions? L'année dernière, on récupère les compétences, il y a 2 ans, du champ économique et on nous dit vous avez 450 millions d'euros pour faire ce que les départements faisaient avec 800 millions d'euros. Que cela ne tienne. L'année dernière, on nous supprime cette dotation de 450 millions d'euros, mais on nous dit vous avez la TVA, fantastique, vous avez une ressource dynamique. Et vous allez prendre donc, vous allez récupérer une partie de potentiel à travers la TVA. Et cette année, sans nous prévenir, on nous dit, eh bien, vous, régions, comme vous touchez la TVA, vous allez participer au financement du fonds de compensation de la TVA qui est accordé aux communes. Et on va vous piquer 100 millions. Comment voulez-vous gérer sérieusement des territoires de la sorte? J'ai dit au ministre de la fonction publique territoriale à Marseille la semaine dernière, qui nous annonce un plan pour nous permettre de repasser nos collaborateurs à 35 heures. Moi, chez moi, je n'ai pas eu besoin de M. Dussopt pour le faire. Mais j'ai envie de lui dire, mais mon pote, tu peux peut-être passer un coup de fil pour en parler avec les élus, les représentants des maires, des départements et des régions, parce que les collaborateurs sont les nôtres. Et donc la moindre des choses, c'est qu'on ait sur ce genre de sujet une vraie vision partagée et qu'on puisse avoir cette stabilité permanente. Et donc ce qu'on demande, c'est la stabilité fiscale, la stabilité financière et la stabilité des règles. Ça paraît une évidence. Et enfin, dernier point de cet appel de Marseille, pour ne pas être plus long, c'est bien entendu la nécessité de pouvoir mener des politiques différenciées. Pourquoi nous voulons de la proximité? Parce que les territoires sont différents, les territoires de Normandie sont différents aux territoires de la métropole lyonnaise. J'aimerais bien avoir une métropole aussi dynamique que la vôtre. Mais en même temps, je préfère avoir l'agriculture du bassin parisien que l'agriculture de tel ou tel endroit où c'est plus difficile pour mes agriculteurs qui ont besoin d'une autre politique quand il s'agit des marais. Eh bien, tout cela, ça impose d'avoir l'innovation, l'expérimentation et la différenciation des politiques, parce que d'un territoire à l'autre, les politiques sont différentes, parce que les problèmes sont différents. Et c'est ça aussi l'appel de Marseille. Et donc, mesdames et messieurs, ce que nous défendons à travers le combat que nous menons, AMF, ADF, ARF, avec Laurent, avec Gérard au Sénat, merci Gérard et les sénateurs pour ce que vous faites pour faire comprendre les territoires, c'est une idée simple. Le Premier ministre a, la semaine dernière, au Congrès des régions de France, dit « Nous sommes dans le dialogue, dans la confrontation ». Eh bien, moi, j'ai envie que la France réussisse, mesdames et messieurs. Je ne suis pas dans la majorité, je n'ai jamais été tenté par cette majorité, mais j'ai envie que la France réussisse. Parce que je sais qu'à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, certains se demandaient si nous n'allions pas avoir le combat Mélenchon-Le Pen. Et quand je vois le chemin en Europe, je me dis que la France, un jour ou l'autre, va connaître la même menace. Eh bien, à ce titre-là, je dis simplement une chose, le redressement du pays passe en effet par des politiques volontaristes de l'État, mais elle passe aussi par un schéma simple qui sont de confier aux démocrates que nous sommes les politiques de proximité qui permettront de répondre à nos compatriotes. Nous sommes, mesdames et messieurs, les voix de la démocratie et nous sommes légitimes pour porter les politiques qui s'adressent à nos compatriotes. Voilà l'appel de Marseille et voilà ce que nous devons défendre ensemble. Merci.